entièrement sur la crédulité d'Hervé. La confrontation eut lieu en fin de journée. Hervé, le visage fermé, attendait Fred près de son bureau. Fred arriva, accompagné de Philippe, qui avait l'air de se diriger vers le peloton d'exécution. « Hervé, commença Fred d'une voix qu'elle voulait ferme, il faut qu'on te parle. » Hervé croisa les bras. « Je vous écoute. Hier soir, à la fête, » enchaîna Fred, récitant son texte. Philippe ne se sentait pas bien. Il avait une crise d'angoisse. Il avait besoin d'une capote pour faire un ballon et respirer dedans pour se calmer. Alors je lui en ai donné une, celle de ton portefeuille. Hervé regarda Philippe, qui hocha la tête avec l'enthousiasme d'un condamné. Et ma culotte? Demanda Hervé, le doute luttant contre son désir de croire. Ah, ça, dit Fred avec un rire forcé. Philippe m'a fait tellement rire avec son histoire de ballon que j'ai fait un peu pipi dans ma culotte. De rire. Alors je l'ai jeté. Voilà. Un silence s'installa. Le scénario était si absurde, si grotesque, que personne n'aurait pu l'inventer. Sauf eux, Hervé les dévisagea l'un après l'autre. Son cerveau tournait à plein régime. L'histoire était insensée. Mais l'alternative, la trahison, l'humiliation, était trop douloureuse à envisager. Il choisit la voie de la facilité, celle du déni. « Ah bon? » dit-il. « Excusez-moi alors. J'ai cru que t'étais la dernière des salopes. » Le soulagement sur le visage de Fred fut si intense qu'il en était presque suspect. Hervé se tourna vers Jean-Claude, qui venait d'arriver, attiré par le drame. « En tout cas, t'es verni, hein? » dit Hervé à Jean-Claude. « Parce que c'est un sacré coup, Fred. »« Pardon? » balbutia Jean-Claude. « C'est un sacré coup de bol que t'as d'être avec une fille comme Fred. » se reprit Hervé, réalisant sa bourde. La crise était évitée, du moins en apparence. Hervé, pour se faire pardonner de ses soupçons, se sentit obligé de promettre à Fred tout ce qu'elle voulait. « Ce que je veux, » demanda-t-elle, sentant le vent tourner. « Un orgasme. » Hervé déglutit. C'était peu être pire que la vérité. La paix était revenue, mais elle avait un prix qu'il allait devoir payer, encore et encore. Chapitre 9. La dépression de la serpillière. Pour Jeanne, le mercredi fut le jour où sa vie bascula dans l'irrationnel. Tout commença par une lettre, arrivée avec le courrier du matin. Une enveloppe anonyme, sans timbre, simplement déposée sur son bureau. À l'intérieur, une feuille de papier tapée à la machine, au ton sec et comminatoire. C'était une chaîne de lettres, mais pas n'importe laquelle. Pas une de celles qui promettent richesse et bonheur si on la renvoie à 10 amis. Celle-ci s'intitulait « La chaîne de l'humiliation ». « Ceci est la chaîne de l'humiliation », disait la lettre. « Ne la brisez pas. Si vous obéissez, la chance vous sourira. Si vous refusez, le malheur s'abattra sur vous et vos proches. Pour continuer la chaîne, vous devez accomplir les 5 tâches listées ci-dessous dans les 24 heures, puis envoyer une copie de cette lettre à une personne que vous méprisez. » Suivait une liste de témoignages de personnes ayant brisé la chaîne, accompagnée de photos floues. Un certain Bernard de Limoges avait perdu son travail et sa femme l'avait quitté pour un plombier. Une certaine Monique de Brest avait vu sa maison s'effondrer à cause des termites. Jeanne sentit un frisson la parcourir. C'était sûrement des bêtises, des conneries, comme dirait Philippe. Mais les photos, ils n'avaient pas l'air fiers. Et puis, on ne sait jamais. Le doute, cette petite graine toxique, était plantée. Elle regarda la liste des tâches. Elles étaient toutes plus absurdes les unes que les autres. Répéter la phrase « J'ai un pet au cul » 20 fois de suite au premier venu. Passer la serpillière dans les toilettes, le visage barbouillé de rouge à lèvres. Renifler les aisselles de votre garagiste. Jeanne n'avait pas de garagiste. Elle décida que le mécanicien de la maintenance ferait l'affaire. Chanter Chihuahua debout sur le bureau de votre supérieur, la jupe relevée. Manger votre déjeuner sans les mains, la tête dans l'assiette. La peur l'emporta sur la raison. Elle devait le faire. Elle commença par la tâche numéro 1. Le premier venu fut Vince, le coursier. Elle l'intercepta dans le couloir et, le regard fixe, se mit à répéter d'une voix monocorde « J'ai un pet au cul. J'ai un pet au cul. J'ai un pet au cul. » Vince la regarda, effrayé, et s'enfuit en courant. Pour la tâche numéro 2, elle s'enferma dans les toilettes des femmes. Elle s'empara du rouge à lèvres rouge baiser qu'elle gardait pour les grandes occasions et s'en barbouilla le visage, créant un masque grotesque de clown tragique. Puis elle se mit à passer la serpillière avec une énergie féroce.
Ses collègues, qui commençaient à remarquer son comportement étrange, étaient perplexes. « T'as vu, Jeanne? »« Ça va pas fort aujourd'hui, » dit Jean-Claude à Philippe. Elle est debout sur le bureau de Jean-Guy, en train de chanter Chihuahua la jupe levée sous les aisselles. Et à la cantine, ajouta Philippe. Tu l'aurais vu en train de manger son cassoulet sans les mains, la tête dans l'assiette. C'était quelque chose. La conclusion fut unanime. Jeanne faisait une dépression nerveuse, une grave. Philippe, se sentant une once de responsabilité, décida d'intervenir. Il la trouva dans la salle de reprographie, en train de faire des photocopies de la lettre maudite. « Jeanne, il faut que tu te calmes, dit-il doucement. On va t'aider. »« Laisse-moi, cria Jeanne. Je suis un objet sexuel. Je suis un objet sexuel. C'était la 6e tâche, qu'elle avait mal lue. Philippe, pensant qu'elle était en plein délire, l'enferma dans le local à archives pour son propre bien. Reste là, on va appeler quelqu'un. De l'autre côté de la porte, Jeanne paniquait. Elle n'avait pas encore envoyé la lettre. Le malheur allait s'abattre sur elle. Philippe, ouvre-moi, supplia-t-elle. Il faut que je poste la lettre. Philippe, interprétant ses paroles comme une nouvelle manifestation de sa folie, refusa. La journée se termina ainsi. Jeanne, enfermée au milieu des dossiers de 1998, convaincue que sa vie était finie, et ses collègues, réunis dans l'espace détente, organisant une réunion de crise pour décider de la meilleure façon de faire interner leur secrétaire. L'humiliation pour Jeanne était complète, mais au moins elle avait respecté la chaîne. Partie 4. Jeudi. Le point de rupture. Chapitre 10. La grève du ridicule. Le jeudi fut marqué par l'action syndicale. La veille, Hervé avait gagné la bataille de l'antenne-relais. Mais il sentait que son autorité avait été ébranlée. Il lui fallait un nouveau combat, une cause qui réaffirmerait son statut de défenseur de la veuve et de l'orphelin, ou du moins de l'employé de bureau moyennement satisfait. La cause se présenta sous la forme d'une note de service de la direction annonçant la mise à pied de Vince pour une semaine suite à une accumulation de retard. C'était l'étincelle dont Hervé avait besoin. Il n'avait que faire du sort de Vince, mais l'injustice était un excellent prétexte. « C'est une attaque en règle contre le monde du travail », clama-t-il, debout sur une chaise de l'espace détente. « La direction veut faire un exemple. Ils s'attaquent aux plus faibles, mais ils nous trouveront sur leur chemin. Camarades, je décrète une journée de grève générale et illimitée. » La foule, composée de Jeanne, Philippe et Jean-Claude qui s'étaient arrêtés pour prendre un café, resta silencieuse. « Bon, une grève d'1 heure alors. Pendant la pause déjeuner. Qui est avec moi? » Seule la main de Jeanne se leva timidement. Elle pensait qu'il s'agissait d'une nouvelle activité de team building. Le piquet de grève fut donc composé d'Hervé, le leader charismatique, et de Jeanne, sa disciple confuse. Ils se postèrent dans le hall d'entrée, armés de pancartes en carton. Sur celle d'Hervé, on pouvait lire « Direction d'émission ». Sur celle de Jeanne, « Vive les collègues ». Pour immortaliser ce moment historique, Hervé avait demandé à André, le propriétaire du chien Pitié, qui se sentait redevable, de filmer la scène pour le journal du syndicat. « Action !» cria Hervé à André. Il se mit à arpenter le hall d'un pas martial, le visage grave. « Nous sommes ici, déclama-t-il à la caméra, pour dire non à l'oppression, non à la précarité. » À ce moment, Jeanne, voyant Jean-Guy sortir de l'ascenseur avec une pile de dossiers, abandonna sa pancarte. « Attends, Hervé, ça, c'est le travail d'hier que j'ai pas eu le temps de terminer, » dit-elle en se précipitant pour aider son patron. Hervé, furieux, cria « Coupez !» La prise était ruinée. Ils recommencèrent. Cette fois, la scène fut interrompue par l'arrivée des CRS. Du moins, c'est ce que Philippe, qui trouvait la situation hilarante, leur fit croire. Il déboula dans le hall, essoufflé. « Hervé, il y a les CRS qui veulent nous virer. Ils sont au moins 30 avec les casques, les matraques. Ils ont dit qu'on avait 10 minutes pour évacuer. Après, ils chargent. » La panique s'empara d'Hervé. L'idée d'un affrontement physique avec les forces de l'ordre ne l'enchantait guère. « Ils chargent ?» balbutia-t-il. « Mais, et le droit de grève? Il paraît qu'on n'a pas le droit d'occuper le hall. » Hervé prit une décision courageuse. Il se tourna vers Jeanne. « Jeanne, descendez et résistez. Tenez bon. » Puis il se tourna vers André. « Toi, tu continues de filmer. » Le président tient beaucoup à ce film. Et sur ces mots, il s'enfuit se cacher dans les toilettes, abandonnant sa seule gréviste aux mains imaginaires de la police anti-émeute. Jeanne, laissée seule, ne comprit pas tout de suite. Elle attendit les CRS pendant un bon quart d'heure, puis, ne voyant personne arriver, elle remonta tranquillement à son bureau. Plus tard, Hervé émergea de sa cachette. Il visionna les images tournées par André.
La séquence de sa fuite était particulièrement